Bienvenue mesdames et messieurs et très heureux surtout de vous retrouver dans votre émission Entretien que j'ai l'honneur de vous présenter encore une fois aujourd'hui, mais avec un autre invité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Pierre Kassengedia. Il est le directeur général de l'ISTA, vous les connaissez très bien. Et les décors vous présentent déjà là où nous nous trouvons. Nous sommes à l'ISTA et aujourd'hui, avec le DG, nous allons essayer de faire l'état des lieux de l'Institut et aussi projeter l'avenir tout en faisant un petit bilan de sa gestion depuis qu'il est à la tête de cet institut. Monsieur Pierre Kassengedia, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Comment allez-vous? Je me porte comme un charme. Ça me rassure. D'abord, merci de nous avoir ouvert les portes de votre institut pour essayer d'échanger avec vous. D'entrée de jeu, nous aimerions d'abord avoir un peu une idée. Quelle est la personne qui est M. Pierre Kassengedia en face de nous aujourd'hui? Bon, vous savez, ce n'est pas facile de parler de soi-même. Je pense que ce qui vous intéresse est essentiellement l'aspect professionnel. Effectivement. Bon, je suis un ancien élève du collège Alpha Jiri et collège Boboto, polytechnicien informaticien formé en Roumanie, ingénieur civil en automatique informatique de l'université technique Georgasake de Jassy et docteur en sciences appliquées, option génie informatique de l'université polytechnique de Bucarest, Roumanie. Bon, je peux dire qu'ici, à la RD Congo, j'enseigne essentiellement dans le domaine des génie informatique, naturellement à ISTA, où je suis directeur général, à la section électronique, mais aussi à la faculté des sciences, au département mathématiques informatique, l'université de Kinshasa, où je suis titulaire de 8 cours. Naturellement, je travaille avec un groupe de 15 scientifiques, dont 5 chefs de travaux et 10 assistants. J'ai eu l'opportunité d'évoluer pendant presque 10 ans dans le domaine des télécommunications, où j'ai été impliqué dans des projets de grande envergure, tant à la RD Congo qu'au niveau international. Et puis, bon, aujourd'hui, je suis premier vice-président et porte-parole de l'Ordre des informaticiens du Congo. Voilà plus ou moins en résumé ce que je peux dire de mon humble personne. Un résumé très prolifique. Apparemment, c'est ce qui vous a valu aujourd'hui plus de 8 ans, presque la 8e année à la tête de cet institut qui est difficile à gérer surtout. Quel est votre secret? Bon, je pense que la première chose, il est important que celui qui dirige ressemble aux personnes qu'il dirige. Donc d'abord c'est une école d'ingénieurs et moi-même je dis que je suis polytechnicien informaticien. Bon, et puis je pense que la théorie du management nous dit que lorsque vous dirigez une organisation, à part des règles que doit connaître un manager habituel, il faut un peu essayer d'appréhender la culture de l'environnement. Je pense que j'ai pu appréhender la culture de l'environnement, ce qui fait que je peux dire que je suis un DG très heureux, très aimé par les étudiants. Ça aussi, c'est un aspect des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous faites pour que vous bénéficiez de cette sympathie? Bon, je pense que c'est les étudiants qui sont mieux placés pour vous répondre. Mais si je peux quand même me permettre, d'abord, je les aime beaucoup. Et puis, je leur parle un peu comme si on était des amis. J'essaye de trouver des mots juste pour les toucher, les conscientiser. Et puis, ils sentent aussi que je suis quelqu'un qui contribue à leur développement. Je crois que c'est ça, mais les restes, c'est eux qui sont mieux placés pour vous le dire. En tout cas, dans cette première partie, j'aimerais d'abord rester dans des questions beaucoup très personnelles. Gérer une institution comme l'ISTA, ce n'est pas facile. C'est parmi les universités ou encore les instituts supérieurs où jadis, il y avait beaucoup de problèmes, les étudiants étaient difficilement maîtrisables, mais vous avez réussi pendant les 8 années à essayer un peu d'atténuer cette réputation qu'avait l'ISTA. Comment faites-vous pour gérer et l'Institut, mais aussi votre propre maison? Est-ce que le fait d'être à la tête de cet institut ne vous a pas enlevé quelque chose d'un père? Non, je ne pense pas. Bon, vous savez, moi je pense que gérer, ça dépend des stratégies qu'on adopte.
lorsqu'il y a un problème, vous devez pouvoir comprendre quelles sont les causes tant endogènes qu'exogènes. J'aimerais simplement vous dire que avant d'être nommé directeur général, j'avais travaillé pendant une année comme secrétaire général académique. Et lorsque j'étais secrétaire général académique, j'ai bien étudié pour comprendre les causes tant endogènes qu'exogènes qui étaient à la base de différents troubles qu'on connaissait. Bon, lorsque j'ai compris cela, j'ai élaboré une stratégie qui permet, je dirais plutôt, de diminuer la capacité opérationnelle des faiseurs du mal, mais aussi et surtout de donner la confiance à la communauté, puisque j'ai toujours dit la sécurité de l'ISTA, ce n'est pas l'affaire de la police universitaire seulement, ce n'est pas l'affaire seulement du comité de gestion, mais c'est l'affaire de toute la communauté. Donc vous avez responsabilisé même les étudiants? Bien sûr, j'ai responsabilisé les étudiants, je leur dis ceci. Si aujourd'hui cet institut tombait, c'est vous qui êtes le premier perdant plutôt. Vous êtes le plus perdant puisque bon, je leur ai toujours dit, moi je me trouverai toujours avec mon profil un rôle à jouer au Congo ou à l'extérieur du pays, mais c'est vous qui êtes le premier perdant. Et je crois que les étudiants ils sont conscients de ça. Bon, et puis aussi nous faisons des choses de nature à les mettre à l'aise, notamment les sports. Et nous avions beaucoup travaillé pour les activités sportives, puisque nous disons que, vous savez, l'énergie, quand nos étudiants, c'est comme l'eau. L'eau, il faut montrer l'eau, la voie empruntée. Si vous ne montrez pas l'eau, la voie empruntée, bon, à ce moment-là, l'eau va se créer n'importe quelle voie et parfois, ça peut être à votre défaveur. C'est comme l'énergie de nos étudiants. Nous utilisons cette énergie pour des choses bonnes, notamment les sports. Ce qui a fait que dans les domaines sportifs, nous avions eu à réaliser vraiment des résultats très élogieux. 5 ans successivement champion du basketball interuniversitaire, champion de taekwondo interuniversitaire et voire même vice-champion de taekwondo de la RD Congo avec une bonne équipe de football. Donc vous voyez, tout ça, ça fait que les étudiants quand même, ils nous voient comme quelqu'un qui leur fait du bien. Est-ce que nous pouvons dire, monsieur le DG, qu'au-delà de l'aspect technique, parce qu'on reconnaît l'ISTA par rapport à sa technicité, vous avez apporté cet aspect sportif qui a essayé de mettre aujourd'hui les étudiants dans une autre assiette qui est restée trop technique? Oui, c'est-à-dire ceci, un ingénieur, la formation d'un ingénieur n'exige pas seulement de connaissances techniques, hein. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est appelé à vivre dans la communauté, qui est appelé à interagir avec des gens d'autres domaines. Donc il y a d'autres modules non techniques que l'ingénieur aussi, l'étudiant aussi doit maîtriser. Et les sports, ça j'aimerais dire, une université moderne doit accorder beaucoup d'importance au sport. Puisque les sports, bien sûr, c'est un jeu, mais en réalité, c'est toute une éducation qui permet aux étudiants que nous formons de pouvoir acquérir certains attributs indispensables à leur vie communautaire et même à leur vie en tant que futur manager. Voilà, alors nous allons essayer un peu de nous attarder sur ces innovations. Il n'y a pas que les sports que vous avez apportés au sein de cet institut. Quelles sont les autres innovations aujourd'hui que vous avez eu à apporter et qui, apparemment, ont essayé à apporter à l'ISTA une autre touche que cet institut n'avait pas jadis? Bon, je ne préférerais pas parler d'innovation. Ouais. Je Bon, préfère apports, plutôt, hein. oui, je peux commencer par quelles sont nos contributions. Voilà. Je vais utiliser deux mots, le mot assainissement et le mot développement. Mais avant d'utiliser les deux mots, j'aimerais quand même vous rappeler la mission de n'importe quelle université, de n'importe quelle école d'enseignement supérieur universitaire, c'est l'enseignement, les recherches et les services à la communauté. D'abord, j'aimerais vous dire que lorsque j'avais été nommé DG de l'ISTA, oui. Si je vous avais invité à l'époque, l'environnement ressemblait un peu à un champ de bataille. Même le vitre du bureau du DG était brisé. C'est pour vous dire que
l'Institut était tellement habitué à recevoir des attaques et ça laissait des traces. Alors nous avions d'abord commencé par l'assainissement environnemental. Puisque vous savez, une université, c'est un endroit où vous éduquez les enfants. La première éducation, c'est quand même l'environnement. La pelouse, le fleur, ainsi de suite. Après, l'assainissement par la mentalité. Bon, je ne prétends pas qu'aujourd'hui, nos étudiants sont des anges, non. Mais j'aimerais vous dire, par rapport à l'état dans lequel nous avions trouvé, et vous savez, je me rappelle, lorsqu'on m'avait nommé plutôt DG, un étudiant est venu un jour, il était très fâché. Il a regardé les bâtiments de l'Issa Lobby, Nakotumba Ista, Nakotumba Ista. Alors moi je me suis posé la question, mais comment? Parce que moi je vois là où on m'a formé, quand je regarde les bâtiments de l'université technique Görgasek déjà, ou bien l'université polytechnique de Bucarest, c'est des endroits pour lesquels je les respecte. Alors j'avais compris seulement que cet étudiant a exprimé ce qu'il sentait. Ça veut dire qu'il se considérait très fort, de loin très fort que son université. Oh, l'université, en fait, c'est quoi? Mais c'est un parent pour vous. L'université doit être perçue comme un père et une mère. C'est-à-dire que le complément d'éducation que vos parents devaient vous donner, c'est nous qui donnons cela. Alors ce qui fait que nous avions d'abord travaillé pour le changement de la mentalité. Au début, j'avais commencé avec les 16 jeunes académies, le professeur Simon Diamboko. Au début, il était presque impossible de faire que les étudiants puissent refaire l'année. Vous ne pouvez pas, par exemple, dans une promotion... Donc tout le monde passait des promotions. C'était obligatoire. Si 20%, vous voulez faire refaire l'année à 20%, ils allaient vous faire des pressions terribles. Alors nous avions commencé progressivement à les faire comprendre que non, ici ce qui est important ce n'est pas les diplômes que nous allons vous octroyer, mais c'est les connaissances que vous allez acquérir et progressivement, et ils ont commencé à comprendre. Et entre-temps, nous avions élaboré des stratégies pour lutter contre le gangstérisme étudiantin. Puisque avant, par exemple... on se rappelle que les étudiants de l'ISTA étaient parmi les étudiants réputés brigands sur les rues. Et tout le temps, ils étaient dans des cachots, on a arrêté autant. Et cet aspect des choses aujourd'hui, nous ne vivons pas la même chose. Vous avez... Oui, c'est-à-dire qu'au début, voire même au début, même les agents ne pouvaient pas amener leur véhicule ici. Ils parquaient leur véhicule soit à la RVA ou à des environnements avoisinants. Pourquoi il y avait la peur? Mais nous avions travaillé de façon à inverser la peur. La peur, maintenant, aujourd'hui, c'est ceux qui cherchent à attaquer l'Institut qui ont peur et nous nous comportons normalement. Voilà. Vous vous comportez normalement, mais reconnaissons aussi que pendant votre règne, parce que vous êtes en train de totaliser 8 ans à la tête de cet institut, il y a eu quand même des tensions, mais que vous avez su gérer. Où trouvez-vous la force de parfois gérer une tension qui s'est créée, vous ne savez pas la tête et les pieds, vous arrivez un matin, tous les étudiants sont à l'extérieur avec des pierres en train de scander des chants. Où trouvez-vous la force à maîtriser toutes ces tensions? Et généralement, les étudiants vous écoutent quand vous arrivez. Qu'est-ce qui se passe et quel type de communication avez-vous mis en place pour convaincre ces derniers? Bon, moi, je pense que d'abord, pour diriger un institut comme celui-ci, il faut que vous ayez d'abord confiance en vous-même par rapport à votre parcours, par rapport à votre qualité d'abord en tant que professeur d'université. Il faut que vous soyez un professeur d'université qui a quand même le pied dans les bottes. Bon. À part ça, je suis un croyant. Lorsque j'agis, en toute chose, je prie. Et j'aimerais d'abord vous dire ceci, qu'au début, j'ai contacté beaucoup de mes prédécesseurs. Et un de mes prédécesseurs, je peux citer le directeur général honoraire, le professeur Bandekela. Il m'a dit ceci: écoutez Pierre, quand vous arrivez à l'Institut, la première chose, commencez par prier. Effectivement, quand j'arrive,
la première chose, j'ai prie. Je demande à Dieu de verser le sang de son Fils Jésus-Christ sur l'Ista et qu'aucune personne ne puisse avoir la capacité de faire du mal. Et je peux vous dire, si j'arrive à l'Institut, chaque fois que j'ai prié, rien n'est arrivé à l'Ista. Et chaque fois qu'on voulait un peu faire quelque chose, ça échouait. C'est-à-dire qu'à part les qualités managériales que j'ai, dues à mes études, et dû aussi au fait que je quand même occupé des fonctions, notamment des domaines de télécommunications, notamment à Vodacom Congo, où j'étais manager responsable de la conception, des architectures et des solutions des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les entreprises. Je me base aussi sur la prière, puisque quel que soit ce que vous faites, si Dieu ne vous accompagne pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc je me base sur les connaissances scientifiques, les connaissances managériales, l'expérience managériale, mais je fais toujours appel à Dieu. Et puis une chose importante, je ne fais jamais du mal à personne, du moins consciemment. Et puis je ne hais personne. Même les personnes, je peux vous donner un exemple, par exemple, lorsque son Excellence le ministre Théophile Bemba m'a suspendu. Je voulais d'ailleurs épingler ce point-là. Mais je peux vous dire que 3 jours après, quand je l'ai vu, je suis parti le saluer. Bonjour, Excellence. Je l'ai salué. Excellence, bonjour, Monsieur le ministre. Et j'ai causé avec lui comme si rien n'était. Quand bien même, je savais quelque part que cette suspension n'était pas juste. Voilà. Je me suis comporté. J'aimerais quand même relever la question de cette suspension. Oui, dans la vie humaine, il n'y a pas que les bons moments, il y a aussi des mauvais moments. Qu'est-ce que vous avez vécu ou comment avez-vous trouvé ou pris cette suspension? Parce que vous ne vous reprochez de rien, mais au moins vous étiez suspendu. Bon, je peux vous dire une chose. La suspension n'a rien changé à moi. Je continuais à vivre normalement, j'avais confiance, mais je savais une chose, que ce n'est pas n'importe qui ne peut pas venir et facilement diriger l'Ista. J'étais conscient. Et comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Cette absence aussi a pu démontrer aux gens que ma présence était, je peux dire, presque indispensable, ne fût-ce que temporairement. Et puisque je peux vous dire, pendant les années de mon absence, il y a des fois où c'était presque impossible qu'il s'assoie pendant une semaine en toute quiétude. Il y avait des troubles, il y avait des choses qui n'avaient rien à voir avec... Mais il y a quand même des langues qui ont dit que vous étiez auteur de tous ces troubles pendant votre suspension. Bon, je peux rétorquer à ces langues. Quelqu'un qui est suspendu, qui a un embargo financier, c'est-à-dire que 70% de mes revenus financiers n'étaient pas payés. Mais si quelqu'un qui a un embargo financier arrive vraiment à financer de tels troubles, alors je peux dire qu'il est extraordinaire. Mais tout ce que moi je peux vous dire que ISTA, quelle que soit la personne qui dirige ISTA, on vous attaque de plusieurs façons. Ça fait partie un peu de la culture de l'environnement. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous voudrions que le jour où nous serons plus DG, que l'amplitude, la pondération de ces choses négatives plus diminuer. C'est tout. Voilà. Monsieur le DG, généralement c'est difficile dans notre pays de voir un responsable d'un institut comme l'ISTA aujourd'hui ou n'importe quelle autre université ou institut supérieur être suspendu et puis réhabilité. Mais vous avez bénéficié d'une suspension et puis réhabilité. Qu'avez-vous fait pour mériter cela? Bon, moi je pense que ce sont plutôt... Je voudrais vous dire que si j'ai été réhabilité, ce n'est pas à cause de mes beaux yeux. Hein. C'est puisque ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Les gens se sont rendus compte que ça ne marchait plus. Je crois qu'on aurait conseillé à son Excellence le ministre Steve Mbika, lui a dit non, réhabiliter Kassengedia. Je crois qu'on lui a conseillé. Mais quand j'ai repris, je peux vous dire que les choses ont repris normalement.
Bon, le reste, j'ai dit, le destin se joue de tout le monde, des petits et des grands. Chacun a son destin tel que l'a défini Dieu. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour, oui, déjà sur le plan environnemental, vous y avez appuyé, sur le plan mentalité, vous avez travaillé, et jusqu'où voulez-vous amener cet institut? Bon, d'abord, nous ne travaillons pas à vue. Nous avions élaboré un plan stratégique du développement de l'ISTA. Dans le plan stratégique du développement de l'ISTA, nous avions défini les choses pour que, nous puissions améliorer les qualités des services de l'enseignement, pour qu'il y ait adéquation entre la formation, la théorie enseignée aux étudiants et la pratique. Et Dieu merci, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons pu bénéficier d'un financement de 3 500 000 $ qui vont permettre à ce qu'en 5 ans, on puisse réhabiliter les ateliers et les laboratoires de l'ISTA. À part cela, nous travaillons pour que cette école d'ingénieurs puisse occuper la place pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire celle d'être une des plus grandes écoles polytechniques de l'Afrique centrale. Alors, c'est ainsi que nous avons créé des pôles d'excellence. Parmi les pôles d'excellence que nous avons créés ici, il y a ce qu'on appelle Académie Cisco. Académie Cisco, en fait, c'est quoi? C'est un centre de formation professionnelle dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, spécialement dans le domaine des technologies des réseaux téléinformatiques et technologies Internet. L'Académie Cisco que nous avons ici à l'ISTA est le plus important de l'Afrique centrale. Nous avons même eu à organiser en 2015, non je crois en 2016 si ma mémoire ne me trahit pas, une conférence internationale des académies Cisco de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ça s'est passé ici. À part ça, nous avions travaillé pour que nous puissions être un pôle d'excellence dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà. Ce qui fait que nous avons... C'est aussi une question presque mondiale. Hein? Voilà. Ce qui fait qu'ici, nous avons un centre de recherche pour énergie renouvelable qui est le plus important de l'Afrique centrale. En fait, ce centre, ça nous permet de faire de l'engineering, mettre des conseils techniques pour notre gouvernement et même pour les organismes internationaux, puisque avec ce centre, nous sommes capables de faire des études et de trouver des solutions de l'électrification de différents milieux en s'appuyant sur l'énergie solaire, sur l'eau et surtout sur le biomasse, puisque notre pays est un pays qui est riche en biomasse. Et d'ailleurs, nous avions signé un contrat de partenariat avec la SNEL. Je viens d'ailleurs de signer l'ordre d'émission qui fait que le professeur Ndaye, deux de nos enseignants, vont aller à Guémena pour commencer le premier projet pilote avec la SNEL, puisque nous, ce que nous voudrions faire, c'est prendre le groupe électrogène de la SNEL qui fonctionnait à base de gasoil, le faire migrer pour que ça puisse fonctionner à base de biomasse. Mais à part ça, nous avons toujours ici à l'ISTA un centre d'études et de recherche pour le foyer amélioré, Mbambola amélioré. Et je voudrais simplement vous dire que les Mbambola habituels que nous utilisons dans nos maisons, en réalité, 75 à 80% des braises s'évaporent dans la nature. Ça augmente la quantité de CO2, ça augmente les particules qui sont nocives pour la santé. Alors, ISO, International Standard Organization, a défini des normes pour que un bambola puisse utiliser le combustible avec un coefficient énergétique très élevé. Alors nous ici, nous avons des compétences humaines, nous avons des systèmes computérisés qui font que lorsque les industriels fabriquent leurs bambola, si on envoie ces bambolas chez nous, nous sommes capables d'analyser, de voir si
ces mbambolas sont conformes aux normes voilà. et émettre les certificats. À part ça, nous avons ici à l'ISTA deux projets très importants qui vont commencer à être opérationnels dans un avenir très proche. Le premier, c'est les centres de télédétection par satellite pour le monitoring des eaux, aires et forêts de l'Afrique centrale. C'est un centre pour lequel nous travaillons en synergie avec SICOS. SICOS, c'est un organisme régional qui est responsable de la gestion de l'air, eau et forêt de l'Afrique centrale. Ce centre a comme avantage, ça nous permet d'obtenir les données statistiques et les données de l'état des aires, eaux et forêts de l'Afrique centrale. Et en ce moment-là, on peut voir quelles sont des stratégies qui peuvent être élaborées. Oui. Voilà, je rappelle que nous sommes en train de suivre l'entretien qui reçoit aujourd'hui M. Pierre Kassengedia. Il est le DG de l'ISTA. C'est avec lui qu'on est en train de développer, faire l'état des lieux, mais aussi projeter l'avenir avec cet institut supérieur. Monsieur le DG, vous étiez en train de nous expliquer plusieurs projets, mais aussi plusieurs perspectives que vous avez déjà et que vous êtes en train de mettre en place pour le développement de cet institut, mais aussi pour la contribution à l'avancement de notre pays, la République démocratique du Congo. Quelle est la place de ces étudiants qui sont formés dans cet institut par rapport à tous ces projets? Parce qu'aujourd'hui, nous allons les reconnaître que les diplômes obtenus par nos étudiants en République démocratique du Congo sont tellement contestés sur le plan international que parfois, tout ce que vous venez de nous démontrer ici comme perspective, ou encore comme étude, comme formation, vous êtes en train de mettre en place, ne seront pas bénéfiques pour nos étudiants. Est-ce que ces derniers sont conscients que l'ISTA et son comité de gestion est en train de fournir tous ces efforts pour leur intérêt? Bon, moi je pense que, monsieur le journaliste, lorsque vous parlez, il faut un peu relativiser les choses. J'aimerais vous dire, bon, c'est vrai que nous n'avions pas commencé par l'historique de l'ISTA. Si par exemple, prenons par exemple le domaine de l'aviation civile, savez-vous qu'en Afrique, et spécialement en Afrique subsaharienne, les institutions qui s'occupent de la régulation aérienne, les institutions qui s'occupent de l'exploitation aérienne, généralement, sont dirigées par des anciens de l'ISTA. Prenons l'aéroport international d'Indjili, le numéro 1, l'ingénieur Toto Mayaya. C'est un fruit de l'ISTA. Il est même enseignant à l'ISTA. Le numéro 2 de l'aéroport, c'est un fruit de l'ISTA. C'est vrai qu'on peut poser le problème de la diminution des niveaux de diplôme, mais je peux vous dire que ce n'est pas seulement un problème spécifique à l'ISTA. Non, c'est un problème général en fait. Ouais. Pourquoi? Il se pose d'abord un problème de niveau de recrutement. Puisque aujourd'hui, pour faire vivre un institut comme l'ISTA, vous devez payer la prime aux agents, ce qu'on appelle la prime locale, puisque c'est vrai que l'État paye, mais ce n'est pas un secret. Nos salaires sont quand même un peu bas. Alors, ce qui fait que nous sommes parfois obligés de recruter des étudiants très faibles pour avoir un minimum de moyens. Pour assurer les fonctionnements. Voilà, pour assurer les fonctions. Mais qu'à cela ne tienne, nous travaillons faire tout ce qui est possible pour pouvoir élever les niveaux. Mais nous voudrions que l'État puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que la prime locale qu'on paye aux agents ne dépende plus de ce que paient les étudiants. Voilà. Comme ça, au lieu d'être obligé de recruter 3000 étudiants, dont 2000 peut-être n'ont pas le niveau minimal pour faire l'étude d'ingénieur, nous pouvons recruter 1000 que nous allons bien former. Donc il y a ça, mais bon, ce sont de réalités inhérentes à notre environnement, nous devons un peu faire avec. Voilà, parce que nous avons soulevé cette question de la paye, je voudrais aussi avoir votre point de vue dernièrement suite aux différentes grognes constatées dans les instituts supérieurs et universitaires. Une décision ministérielle est tombée, les étudiants devront payer les frais académiques au taux de 92.
alors que sur le plan économique ou encore sur terrain, les dollars américains s'échangent à 16 000. Comment arrivez-vous à faire face à cet équilibre? Bon, d'abord, écoutez, la décision de faire payer les étudiants au taux de 920, c'est une bonne chose pour les étudiants et pour leurs parents. Mais nous ne pouvons pas penser seulement aux étudiants. Nous devons aussi penser à nos agents. Puisque nous avons des agents... Qui sont aussi parents. Oui, qui sont aussi parents. Nous avons des agents dont leurs étudiants étudient dans une école où ils sont en train de payer en dollars. C'est pourquoi nous disons ceci. Il est important que le gouvernement puisse un peu voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cet état des choses. Mais nous avions été reçus, les chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire, leur délégation, conduite par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Serge Mbikaï. Nous avions été reçus par les directeurs du cabinet du chef de l'État, l'honorable Kamere, au nom du chef de l'État. Et je sais que le chef de l'État nous a promis, il va faire ce qui est possible pour améliorer les conditions. Et dans un premier temps, l'engagement a été pris pour que le fameux manque à gagner que réclament beaucoup d'instituts de l'année passée puisse être payé. Mais entre-temps, il y aura des entretiens, des rencontres, des négociations qui vont se faire, mais il y a un peu, avec cette perturbation de changement, de cette période de transition, là les choses sont un peu gelées. Mais je pense que lorsque le nouveau gouvernement sera formé, je pense que le nouveau ministre de l'enseignement supérieur universitaire, lorsqu'il va s'imprégner du dossier, il va pouvoir travailler de façon à trouver une solution. Voilà, on tend déjà vers la fin. Bon, nous sommes dans un institut supérieur. Généralement, vous êtes apolitique, mais permettez-moi de vous poser quand même cette question. Nous venons d'obtenir un nouveau régime à la tête du pays et certainement, ça sera une autre gestion du pays. Comment le comité de gestion de l'ISTA voudrait-il, ou encore quel apport ce comité de gestion ou encore l'Institut pourra apporter à ce nouveau régime sur le plan du développement de la République démocratique du Congo? Bon, si vous avez suivi le discours du nouveau président, Félix Tshisekedi, du moins par rapport au 100 jours, vous constaterez qu'on a fait allusion, entre autres, à l'infrastructure. Or, pour construire les routes, implémenter certains systèmes technologiques, on a besoin des ingénieurs. J'ai toujours dit que notre pays ne peut pas se développer si un institut comme l'ISTA, qui est un institut, je peux dire, polytechnique, pluridisciplinaire, est malade. Donc le premier apport, c'est de faire de façon à former des produits compétitifs. Mais je vous ai aussi dit que nous avons des pôles d'excellence. Par exemple, concrètement, notre centre de recherche, ça peut travailler pour la planification énergétique. Ça peut travailler pour voir comment on peut arriver à installer des centrales hybrides dans certaines régions. C'est-à-dire une centrale électrique qui fonctionne à base de l'énergie solaire, mais aussi à base de biomasse. Autre chose, je vous ai parlé de notre centre pour foyer amélioré. Nous pouvons être impliqués dans des stratégies pour lutter contre la déforestation. Nous pouvons être impliqués dans la conception, l'installation, la gestion, le dépannage des systèmes technologiques complexes dont notre pays a besoin pour se développer. Voilà, c'est peut-être la dernière question pour moi, pour aujourd'hui. En vous entendre parler, vous êtes quand même auteur d'une bonne gestion à la tête de cet institut. Ça se confirme par cette adhésion massive des étudiants que vous dirigez aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes sûr, parce que c'est aussi un problème dans notre pays, vous êtes vraiment sûr d'être en train aussi de préparer la relève, afin qu'un jour, quand vous ne serez pas là, qu'il n'y ait pas de cassure par rapport au projet que vous avez déjà initié? Bon, peut-être je ne vous ai pas dit. J'ai toujours dit que je souhaiterais
qu'après nous, ce ne soit pas le déluge. Nous préparons. Nous préparons comment? D'abord, nous préparons la relève, puisque pour diriger cet institut, il faut avoir des professeurs. Aujourd'hui, nous avons une école du 3e siècle qui nous permet de former des masters tant scientifiques et professionnels. Bon, nous préparons en travaillant en collaboration avec, j'ai ici le secrétaire général académique, le professeur Chaona. Nous avons le secrétaire général administratif, le chef des travaux Lupungu, l'administrateur du budget, Madame Manjo. Nous sommes prêts. Et même le jour où nous ne serons pas ici, nous pouvons accompagner ceux qui vont occuper notre place en leur prodiguant des conseils, puisque nous ne sommes pas partisans de cette théorie qui consiste à dire après moi c'est le déluge. Non. Nous avons des qualités que Dieu a mis en nous. Nous devons travailler tout en sachant que c'est un mandat, mais tout notre souhait est que l'environnement nous soit aussi reconnaissant pour le loyaux service rendu. Et après ici, que nous soyons quand même occuper des postes où nous pouvons apporter le meilleur de nous-mêmes et contribuer au développement de notre pays. Voilà, voilà. Un dernier mot pour clore cet entretien. À tous les étudiants de l'ISTA, mais aussi en général les étudiants de la République démocratique du Congo qui ont la chance de vous suivre aujourd'hui. Ah, le message. Bon, tout ce que je peux dire aux étudiants, je leur dis toujours, être étudiant, c'est passer la plus grande partie de votre temps à étudier. Deuxième chose, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science que nous vous enseignons ne suffit pas. Il est important dans la vie de savoir se comporter. Il est important dans la vie de pouvoir avoir une attitude qui fait que vous ne soyez pas un loup dans votre communauté, mais vous soyez quelqu'un qui peut servir la communauté, quelqu'un qui peut donner l'espoir à d'autres. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci de nous avoir reçus et surtout de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie et nous voudrions que ce ne soit pas la dernière fois de nous visiter. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci beaucoup. Merci surtout de l'attention soutenue. Vous avez compris que nous avions l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous le DG de l'ISTA. Il s'appelle monsieur Pierre Kassengedia. C'est avec lui que nous avons échangé autour de l'Institut ISTA, autour des projets à venir, autour du petit bilan déjà à la tête de cet institut, mais aussi l'état des lieux général de l'ISTA aujourd'hui. Nous félicitons les comportements exemplaires qu'affichent aujourd'hui les étudiants de l'ISTA. Nous félicitons la bravoure avec laquelle ces comités de gestion est en train de mener les bateaux et nous les encourageons. Nous restons comme ça ouverts et disposés à toujours être à côté d'eux lorsqu'il y aura toujours des difficultés à relever. À vous aussi, merci. Et surtout, de poser des questions, nous envoyer des remarques et surtout apporter ce que nous n'avons pas dû et nous allons transmettre cela aux gestionnaires. Ce sont eux qui pourront s'en servir pour le développement de la République démocratique du Congo. On vous prend congé aujourd'hui. On vous retrouve prochainement dans un autre entretien avec un autre invité. D'ici là, restez branchés sur notre programme. Au revoir.